Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Aujourd'hui, on est avec un expert dans le domaine de la géologie et des mines. Il s'appelle M. Diallo, M. Djibril Diallo. M. Djibril Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être venu. Vous avez accepté de venir. Merci beaucoup, M. Djibril Diallo. Et je le répète encore, vous vous y connaissez très bien en géologie et en mines. On a vu votre émission sur certaines pages. On a vu vos émissions sur plusieurs télévisions ici au Mali. Et apparemment, c'est vous que tout le monde appelle. Africable, Chérifla, Cap Malais Plus, je ne sais pas si Renouveau aussi. Tout le monde vous appelle. Mais pourquoi les autres, ils ne sortent pas pour parler, M. Diallo, à votre avis? Bon, c'est peut-être une question de devoir de réserve. Il y a certains, par devoir de réserve, ne veulent pas s'afficher, bien qu'ils donnent des consultations en privé. Ça peut être dû à ça. Mais même nous, on a très longtemps duré dans l'ombre avant de sortir la tête pour pouvoir nous exprimer, même en créant une association qui s'appelle APVREM, qui est l'association pour la promotion et la valorisation des ressources minérales du Mali, qu'on appelle Mali Dougolo Nafa. Donc c'est la toute première fois. Nous, on est de la société civile apolitique et à but non lucratif. Donc c'est la toute première fois qu'on voit dans la société civile, dans le secteur minier, que des Maliens s'élèvent et essayent d'apporter leur expertise à l'État malien. C'est-à-dire essayer de donner nos avis techniques sur les choses qui ne vont pas. Mais la patrie, on a besoin. Les intellectuels maliens sont là, recroquevillés chez eux. Ils sont experts dans plusieurs domaines, dans le domaine des impôts, dans le domaine des mines, des géologies, dans tous les domaines, des douanes, etc. Mais lorsque l'État a besoin d'eux, quand on a besoin d'eux, ils ne sortent pas, ils sont chez eux, ils ne parlent pas. Et lorsqu'on leur demande, non, devoir des réserves. Oui, c'est ça, parce que certains se sont vus menacés quand ils font des émissions, des fois ils sont réprimés après, on leur dit pourquoi tu as dit ça sur les plateaux, tu n'aurais pas dû dire ça, ça n'arrange pas la société où tu travailles, ou ça n'arrange pas l'État. Donc du coup, ça pousse pas mal d'intellectuels maliens à se recroqueviller sur eux-mêmes, à ne pas parler, à se recroqueviller. Bien que ça leur plaise de pouvoir donner des explications, mais ils ne peuvent pas. Donc maintenant, qu'est-ce qui amène ça? Bon, ce n'est pas seulement dans le secteur minier, vous allez prendre même dans le secteur politique. Il y a beaucoup d'éminents maliens qui sont des excellents dans tous les domaines, mais qui se sont pas intéressés à la politique parce qu'ils disent que ce n'est pas pour des gens qui sont sincères, honnêtes. Donc ils se sont recroquevillés en laissant maintenant le champ politique à des gens qui n'ont aucune expertise dans le domaine. Et c'est ce qui a même mis, à mon avis, le pays dans cette difficulté. C'est un petit peu comme aussi à l'AUM. Voilà. Les élèves excellents, ils ne s'intéressent pas. Et on laisse les autres qui prennent la tête. Maintenant, après, les syndicats, c'est la même chose. Exactement. La politique aussi. La politique, c'est pire encore. Pire encore. Parce que là, vous allez mettre des gens à la place qu'il ne faut pas. Et là, après, ça va jouer même sur les résultats. D'accord. Voilà. Donc, ce qui fait que de nos jours, il faut que maintenant les gens sortent de la coquille. Ah oui, la patrie a besoin d'eux. Voilà, on a besoin de leur expertise, que les intellectuels sortent. Avoir le courage de s'exprimer, mais tout en ne pas faisant de calomnie ni de diffamation. Mais ces expertises peuvent aider même l'État malien à prendre des bonnes décisions. Parce que comme le dit un penseur, il dit que celui qui a les bonnes informations prend toujours les bonnes décisions. En principe. Voilà. Monsieur Diallo, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes expert en géologie et en mines, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous êtes devenu expert dans ce domaine? D'accord. Ok, merci beaucoup. Je me présente encore. Moi, je suis Djibril Diallo. Je suis expert géologue minier. Je suis doctorant en mines et environnement. Et en plus de ça, je suis responsable d'une société minière dont je préfère taire le nom parce que je ne suis pas venu pour eux. Voilà, donc je suis venu en tant que Malien simple, en tant que le président de l'association APVREM. En plus de ça, je suis consultant dans 2 grandes sociétés minières. Et je suis aussi enseignant à l'université. J'enseigne les Master 1 et 2 en ouvrage minier, en traitement des minéraux, dans pas mal de modules dans le secteur des mines et géologie. À côté de ça aussi, je suis le président de l'association APVREM, qui est une association dont je viens d'écrire un peu, qui est apolitique, association pour la promotion et la valorisation des ressources minérales du Mali, Mali Dougolo Nafa, qui est une association formée de techniciens dans tous les domaines, économie, juridique, environnement, tout. Donc on s'est mis ensemble en tant qu'experts chacun dans son domaine
pour essayer d'aider l'État afin de l'aider à prendre les bonnes décisions dans le secteur minier. Bon, on a vu aussi qu'on a les mêmes mentalités que le Fer Mali, avec qui on a fait beaucoup de... Sori. Sori Brem Traoré, dont je salue de passage. Sori, je le salue aussi. Okay, donc on se connaît très bien. Voilà, on a fait beaucoup d'émissions ensemble, beaucoup de combats ensemble, afin que le secteur-là puisse vraiment profiter aux Maliens. Absolument. Parce que très longtemps, les Maliens sont restés en retrait en laissant ce secteur-là dans la main des multinationales et de l'État. Donc maintenant, la société civile n'était pas là pour veiller au grain, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Mais maintenant, c'est ce qui a changé. Désormais, il faudra compter maintenant avec la société civile qui aura son mot à dire. Absolument. Là où ça ne va pas, on est prêt à décrier, à dénoncer, mais dans la règle de l'art. En apportant maintenant des propositions de solutions aussi. Concrètes. Voilà, très concrètes et très applicables, pragmatiques, afin que les ressources minérales du Mali puissent vraiment servir les Maliens. D'accord, M. Diallo, lorsqu'une entreprise, parce qu'on a vu le code minier, on a un nouveau code minier, on va y arriver, mais lorsqu'une entreprise veut venir au Mali, veut venir faire la recherche, l'exploitation et tout ceci là, comment ça se passe de bout en bout? On veut comprendre. De bout en bout, comment ça se passe? D'accord. D'abord, avant d'investir dans un pays, je crois qu'il faut s'intéresser au code minier. Si c'est dans le secteur minier que vous voulez investir, bien sûr. La première des choses, c'est de vous intéresser au code minier de ce pays. Qu'est-ce que ce code-là dit en termes de protection d'investissement? Quels sont les risques à éviter? Donc maintenant, la plupart de ces sociétés, ou bien si c'est une personne, un privé, il prend un conseil juridique qui va essayer de lui expliquer maintenant, dans ce pays, voilà les règles dans le code qu'il faudrait se conformer. Donc maintenant, l'investisseur aussi regarde en fonction de ces règles de ce code minier, est-ce que c'est attractif? Est-ce que ces investissements sont protégés? Donc maintenant, c'est en fonction de ça que l'investisseur va voir s'il peut venir investir, oui ou non. Il va regarder certainement le côté sécuritaire, il va regarder le côté économique, il va regarder le côté même stabilité politique, judiciaire. Parce que la société peut dire qu'elle peut commencer ses investissements de milliards et après elle peut être dépossédée. Donc tout ça, la société a besoin, les investisseurs de cette société-là ont besoin de beaucoup de garanties. Et c'est ce qui a amené même la création des codes miniers chez nous, dans les pays africains. Donc maintenant, c'est un peu ça. Donc maintenant, l'investisseur, il s'intéresse d'abord au code minier, il regarde les potentialités minières du pays. Si c'est l'or qui l'intéresse, il va s'intéresser aux potentialités du Mali. Quelles sont les zones où il y a possibilité d'extraire de l'or? À quel coût? Donc il y a tous ces facteurs-là que l'investisseur étudie avant de se lancer. Donc voilà un peu. Quand il se lance, il contacte qui ici au Mali? Quand généralement il vient, il s'intéresse à la DNGM, qui est la Direction nationale de la géologie et des mines. Là, il y a le cadastre minier. Le cadastre minier, c'est là où vous avez les cartes géologiques du Mali. Si la personne est intéressée, par exemple, par l'uranium, il va voir la zone la plus favorable où il peut trouver de l'uranium. Si c'est le calcaire qui l'intéresse, il va voir sur la carte géologique du Mali la zone où il peut avoir le calcaire. Supposons, par exemple, la zone de Caille. Le calcaire, il ne va pas aller chercher ça à Kidal. Donc, c'est sûr qu'il va avoir sur la carte. Donc, maintenant, les zones qui l'intéressent, en fonction de ces informations, il va vouloir chercher un permis de recherche. Ah, de recherche. Oui, de recherche. Ou soit autorisation d'exploration. L'autorisation d'exploration avant, avec la relecture, il y a eu des changements, après on va en parler. Avant, c'était 3 mois. Ça, c'est le directeur de la DNGM qui octroyait ça directement aux demandeurs. Donc maintenant, si par exemple, c'est le calcaire qui intéresse l'investisseur, l'investisseur peut regarder la carte géologique du Mali, soit il peut prendre conseil avec un consultant minier malien pour que ce dernier puisse l'aider à lui trouver les endroits les plus intéressants, afin qu'il puisse prendre les coordonnées. Avec ces coordonnées, la superficie de la zone, il peut faire la reconnaissance, et faire une carte topographique, faire une demande maintenant au niveau de la DNGM. Donc il a 2 choix. Soit il va demander l'autorisation d'exploration que le directeur de la DNGM signe. Donc cette procédure n'est pas compliquée. Mais l'autorisation d'exploration a une durée de 3 mois non renouvelable.
Si les 3 mois sont épuisés, l'investisseur peut demander un permis de recherche. Mais maintenant, le permis de recherche. Mais le permis de recherche est adossé à la convention type. C'est-à-dire, le permis de recherche et la convention, vous signez les deux ensemble. Et c'est la convention qui est l'équivalent du contrat minier, donc qui est donné depuis à la phase de recherche. Le permis de recherche fait 5 millions de francs CFA. Qu'il faut payer. Qu'il faut payer. Et on paye à l'État malien. À l'État malien. La convention aussi fait 5 millions, donc ce qui fait 10 millions. 10 millions. Donc vous faites la demande sur la zone. Et le permis de recherche est signé par le ministre des Mines, ainsi que la convention. Donc vous voyez un peu. Maintenant, la convention, des fois, ça passe au Conseil des ministres, mais la phase la plus classique, c'est que ça passe par le ministre des Mines. Donc maintenant, quand la société ou l'investisseur a un permis de recherche qui doit être renouvelé chaque 3 ans, et chaque trimestre, il doit déposer un rapport d'activité sur la zone. Chaque 3 mois. Et à la fin de l'année aussi, il doit déposer un rapport annuel. Dans ce rapport-là, c'est détaillé qu'est-ce qu'il a eu à faire comme travaux sur son permis. D'accord, très bien. Maintenant, chaque 3 ans, il doit renouveler. S'il doit renouveler, c'est 5 millions encore. Donc, le renouvellement, c'est 2 fois. 3 fois, on peut le dire comme ça, parce que ça fait 9 ans. C'est-à-dire le permis de recherche ne doit pas dépasser 9 ans. Si vous arrivez à 9 ans, que vous n'arrivez pas à développer votre permis en mine, l'État vous retire. Donc l'État récupère. Donc maintenant, tout ce que vous avez investi sera perdu. Donc voilà des choses que les investisseurs prennent compte depuis le départ avant de se lancer. Parce que même si vous avez dépensé 20 milliards, si en 9 ans, vous n'avez pas pu mettre en place une mine ou bien une petite mine, l'État récupère son permis. Mais votre investissement, l'État ne rembourse rien. Ça, c'est bien compris. Mais pendant la phase de recherche et d'exploration, quand on trouve de l'or, avant les 9 ans, qu'est-ce qu'on fait? Ils peuvent l'exploiter directement ou pas? Bien sûr, quand vous trouvez de l'or, même pendant 3 ans que vous avez fait des études de faisabilité, que vous avez trouvé un gisement. Chez nous, chez les géologues, on appelle ça un gisement, c'est-à-dire une substance minérale économiquement exploitable. Donc maintenant, quand vous trouvez cela, vous faites une nouvelle demande. Donc maintenant, une demande, soit vous faites une demande pour le permis d'exploitation de petites mines, ou soit le permis d'exploitation de grandes mines, mais les deux n'ont pas les mêmes procédures, parce que ce n'est pas les mêmes équivalences. Donc, quand vous faites ça, l'État vous exige 5 études, afin que l'État puisse vous donner un permis d'exploitation de petites mines ou de grandes mines. La première étude, on appelle ça l'étude d'impact environnemental et social. Dans cette étude, vous devrez prendre un bureau d'études qui va vous aider maintenant à mettre en place des stratégies, comment faire que l'exploitation ne puisse pas avoir des effets négatifs sur l'environnement et sur la population riveraine qui est là. Donc maintenant, ce bureau d'études va faire ces études-là, va faire des propositions. Ok, les eaux usées, comment vous allez les stocker, ainsi de suite. Vous faites une étude pour montrer un plan de protection environnementale et de protection de la population riveraine aussi, parce qu'il ne faut pas qu'au cours de votre exploitation, la population riveraine soit victime de la poussière, des eaux usées ou des eaux contaminées. Donc maintenant, l'investisseur ou la société doit prendre des dispositions, qu'elle doit venir expliquer ça. Et pourquoi on a ajouté côté social, étude d'impact environnemental et social? Parce que le côté social, vous devrez impliquer la population locale qui est là-bas. Vous devrez faire des consultations. Et ces consultations sont suivies des PV, des procès-verbaux, qui vont accompagner ces populations aussi, auront des exigences à vous dire. S'ils ont, par exemple, leur truc rituel, vous ne pouvez pas venir que vous allez enlever ça, ce n'est pas possible. Il faudrait vous asseoir, trouver des solutions avec eux. Et quelles sont les propositions de solutions que vous les faites? Ces consultations communautaires se passent généralement en présence du maire, du sous-préfet ou du préfet. Et il y a un procès verbal qui est pris par rapport à ça. Donc maintenant, c'est avec tous ces documents-là doivent être joints à la demande. L'autre étude, ça c'est le plan de réhabilitation du site. Vous devrez, depuis avant la phase d'exploitation, vous devrez faire une étude de plan de réhabilitation du site où vous voulez exploiter.
Si vous ouvrez un pit et que vous finissez, quelles sont les conditions pour que vous remettez l'environnement à sa place? Donc vous devrez faire une étude préalablement bien établie avant même que vous rentrez en production. Et souvent, certains pays exigent même que ces sociétés mettent un fonds de garantie. C'est comme une maison, quand vous rentrez, oui, bien sûr. vous déposez une caution. Oui, oui. Quand vous sortez, vous ne réparez pas, c'est cette caution qu'on utilise pour réparer la maison, c'est un peu ça. Donc maintenant, nous, on avait demandé ça aussi, il faut qu'il y ait un fonds de garantie. Donc c'est tout ça qu'il faut faire maintenant pour avoir le permis d'exploitation. Donc maintenant, je vais venir au troisième. Et ça, c'est le plan de remplacement des expatriés. C'est-à-dire, quand vous voulez ouvrir une grande mine et que vous amenez des expatriés, il faudrait faire un plan de remplacement de ces expatriés. Pour qu'ils partent. Pour qu'ils laissent place aux des Maliens. On appelle ça le plan de remplacement des expatriés. La quatrième étude, ça, c'est le plan de développement communautaire. Ça, la société fait des propositions, c'est-à-dire à la communauté. Donc maintenant, chaque année, je peux vous faire une école, je peux vous faire un dispensaire, je peux vous acheter une ambulance, je peux faire les routes, je peux vous donner... Ça, c'est le plan de développement communautaire, qui est différent de la patente qu'elle paye à la mairie. Souvent, je vois certains miniers qui font une confusion par rapport à ça. Donc, ils disent que nous, on n'est pas là pour venir faire la route. Non, non, non. Quand vous vous engagez sur un document, vous devrez respecter. On appelle ça le plan de développement communautaire. Qui doit accompagner, ça c'est le quatrième étude qui doit être fait. Cinquième, ça c'est l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, c'est les géologues qui ont fait ces travaux-là, vont donner une estimation de ton gisement. Il y a combien de tonnes? Si je prends par exemple le cas du calcaire, ça veut dire qu'il y a eu des études, des sondages, des forages qui ont été effectués, qui ont évalué le nombre de tonnes que vous voulez exploiter. Combien de tonnes vous voulez exploiter par jour, par semaine, par mois et par an? Tout ça est prévu. Donc maintenant, quelle est la durée de vie de votre mine ou bien de votre carrière? Tout ça est prévu dans l'étude de faisabilité. Qu'est-ce que l'État aussi doit gagner? Et combien vous devrez gagner? Tout ça est décrit dans l'étude de faisabilité. C'est l'ensemble de ces 5 études maintenant qui est accompagné par une demande, soit de l'autorisation, permis d'exploitation de petites mines ou de grandes mines, cela dépend de vous. Mais maintenant, si cette demande arrive à la DNGM met en place un comité qui va étudier votre dossier et qui va statuer s'il faut vous donner un permis d'exploitation de petites mines ou pas, ou s'il y a des choses qui manquent. D'accord. Dans le cas où on donne maintenant, vous êtes peut-être autorisé maintenant à exploiter l'or. Tout à fait. Mais maintenant, avant qu'on vous donne, c'est-à-dire cette commission va, si elle valide que votre dossier est bien et que vos études ont été très très bien effectuées, mais maintenant va envoyer ça au ministère des Mines. Si c'est un permis d'exploitation de petites mines, c'est le ministre qui signe. Si c'est le permis d'exploitation de grandes mines, ça passe au Conseil des ministres. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. D'accord. Voilà. Ok. Bon, maintenant, quelle est la différence entre petites mines et grandes mines? Parce que dans une de vos émissions, j'ai suivi que, voilà, pour même faire la différence entre une grande mine et une petite mine, il y avait des soucis. Il y avait des sérieux soucis parce que même l'orpaillage de nos jours, on a des soucis à définir l'orpaillage. L'orpaillage avant, c'était une calebasse, un truc. Pour prendre le sable et laver, ou l'argile et laver, et prendre de l'or. Mais aujourd'hui, c'est presque mécanisé. Donc on a même du mal à définir même l'orpaillage de nos jours, à moins qu'on dise que ce soit l'orpaillage mécanisé. Maintenant, la petite mine et la grande mine, on avait du mal à faire la différence. Avant, dans l'ancien code minier, il était prévu que la petite mine ne doit pas dépasser une production de 1500 tonnes par jour de minerais. Voilà, de minerais. Chez nous, par exemple, le minerai peut avoir une teneur bien définie. Il y a des minerais, si c'est l'or par exemple, on peut exploiter à 1 gramme à la tonne. L'étude de faisabilité peut dire que c'est 1 gramme à la tonne. Donc si c'est 1 gramme à la tonne, c'est comme si 1 gramme, ça fait 1500 fois 1500 tonnes. Ça fait 1,5 kg par jour. Donc maintenant, ils avaient estimé que la petite mine ne doit pas dépasser ça. 1500 tonnes par jour. Bon, maintenant, la grande mine, au-delà de 1500 tonnes par jour, vous tombez dans la grande mine.
Donc 1500 tonnes de minerais, c'est ça? Minerais, oui, oui. Quand vous dépassez ça, vous tombez dans la grande mine. Donc maintenant, à un moment, il y avait un autre document, un autre code minier qui avait défini que ça soit 500 tonnes maximum par jour. Pour les petites mines? Pour les petites mines. C'est de minerais. D'accord. Minerais, c'est quoi? Le minerai, c'est comme si vous prenez l'argile. Je vais vous parler en termes plus simples. Oui, bien sûr. Parce que nous, on a on vient avec les pelles mécaniques, on vient en prendre l'argile et tout. Voilà. Et on l'entasse quelque part. Voilà. Donc, on le met dans le camion. D'accord. Le camion l'amène à l'usine de traitement. D'accord. Donc, maintenant, si on vous dit de ne pas dépasser 500 tonnes par jour, si vous avez un camion de 25 tonnes, ça vous fait 20 voyages. Voilà, donc voilà, il faut faire une division. Voilà. 500 divisé par voilà, 25 tonnes. Et on sait combien de camions on ne doit pas dépasser. Et ça, c'est les petites mines. Voilà, ça, c'est les petites mines. D'accord. Mais au-delà de 500 tonnes ou à 1500 tonnes par jour, vous tombez dans une grande mine. Donc, il n'y a pas l'intermédiaire. D'accord. Bon, au Mali même, le problème du Mali même, c'est que si vous voyez qu'on traîne même, parce que les petites mines n'ont pas été développées au Mali, contrairement au Ghana, au Soudan, qui ont beaucoup de petites mines, l'État a vraiment accompagné la création des petites mines. Parce que les grandes mines, il faut savoir que le coût d'investissement est très élevé. Depuis la phase de recherche, ça nécessite des centaines de milliards. Oh oui, c'est ça. Vous voyez un peu, donc un État ne peut pas s'hasarder. L'État ne peut pas s'engager toujours. Et puis c'est risqué, c'est une phase très risquée. Vous pouvez engager 100 milliards, 50 milliards et vous n'avez rien trouvé. Donc ça veut dire que vous déconseillez à l'État malien de s'engager dans la recherche minière, parce qu'il y a une nouvelle société qui est ouverte maintenant, qui va faire de la recherche. Et l'État doit engager, comme vous l'avez dit, beaucoup de milliards, des centaines de milliards. Avec une phase très très risquée. Parce que vous pouvez engager des centaines de milliards et ne rien trouver. C'est ce qui fait que la Banque mondiale, à l'époque, en 1990, avait exigé à l'État malien de se désengager de la recherche minière et de l'exploitation minière. Et vous déconseillez l'État de... Non, moi je ne déconseille pas. Mais il y a des phases qu'il faut respecter quand même. Parce que les recherches minières aussi, c'est pas un monde de commerçants. Tu mets aujourd'hui l'argent, demain tu vas avoir le bénéfice. C'est un investissement à long terme. Si vous prenez même le cas du pétrole, tu ne viens pas aujourd'hui, tu fais les recherches, à 1 mois, 2 mois, tu as le résultat. Ça peut prendre 5 à 10 ans de recherche. Bon, maintenant, est-ce qu'on a des États qui ont cette patience-là? C'est un problème. Sinon, au Mali, la première société de recherche minière, c'était la Sonarem, Société nationale de recherche minière. Avant, tout était pour l'État, avant la libéralisation de l'économie malienne. Dans les années 85, la première mine du Mali, c'était à Kalana. C'était Sogémor, c'était 100% pour le Mali. Et le Mali avait déjà une société de recherche minière qui était Sonarem. Maintenant, avec la libéralisation imposée par la Banque mondiale, le Mali était obligé de se désengager de la recherche minière et de l'exploitation minière. C'est pour cela que la première recherche que la Banque mondiale a financée, c'était pour des privés. Et après, il y avait BRGM, qui est français, qui a fait beaucoup de recherches aussi, qui a même découvert la mine de Loulou, et pas mal de gisements aussi au Mali. Donc, c'est une phase très très risquée. Pour un État qui n'a pas assez de moyens, s'il n'y a pas des gens visionnaires, des gens corrompus, on risque de jeter l'argent par la fenêtre. Donc ça veut dire quoi, M. Diallo? M. Diallo, ça veut dire que si l'État malien décide de s'engager dans la recherche minière pour éventuellement trouver de l'or ou d'autres substances minérales, c'est des centaines de milliards que l'État doit engager sur plusieurs années. Bien sûr. Et l'État peut investir pour rien aussi. Oui. Et si jamais aussi que l'État trouve de l'or ou bien d'autres minéraux, s'il n'y a pas de la corruption, du vol, etc. à outrance, au lieu que l'État malien ne monte, il va tomber. Oui, si c'est bien fait et que vraiment que la société qui est chargée de faire des recherches minières, que c'est une société avec des gens vraiment valables, parce qu'on a vu avec la politique, tel n'est pas le cas de nos jours. La politique a tout gâté. On a mis des gens là, il ne le faut pas. Nous, on a vu des ministres médecins, des mines ici au Mali, des choses qu'il ne faut pas faire. Certains ministères, c'est des ministères techniques. Ce n'est pas des ministères à vocation politique. Surtout pour un pays qui est en crise, il ne faut jamais faire ça. Les gens qui ne maîtrisent pas un domaine, il ne faut jamais les mettre là-bas. Sinon, les conséquences vont être catastrophiques. Quand vous mettez un médecin ministre des Mines, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas. Dans un pays stable, ça peut arriver. Parce que le ministre aussi n'a pas besoin de beaucoup de choses. Avec des conseils spéciaux, ça peut aller. Mais un pays qui veut sortir la tête de l'eau,
qu'il y a des difficultés. Moi, je pense qu'il faut enlever la politique dans certains ministères qui sont purement techniques, tels que le ministère des Mines. Parce que les recherches, il faut des gens qui ont fait ces études-là. C'est comme un médecin. Vous ne pouvez pas amener un mécanicien à aller travailler dans un hôpital, ce n'est pas possible, ce n'est pas son domaine. Donc c'est un peu ça. Donc vous voulez des résultats. Si l'État veut s'engager réellement dans la recherche minière, la société qui sera créée, il faut mettre des gens là-bas qui ont la capacité intellectuelle. Société qui a été créée déjà. Hein. Qui a été créée, mais qui n'est pas un Sorem, mais maintenant qui n'est pas encore opérationnel. Voilà, mais on le dit aux gens qui nous regardent. Hein. Il y a déjà une société qui a été créée qui s'appelle Sorem, Société de recherche et d'exploitation minière. Exactement. Oui, exactement. Donc maintenant, c'est très très bien posé. Il y a beaucoup de pays qui l'ont fait. Ça a été une réussite pour eux, mais il y a beaucoup de pays et ils se sont désengagés, mais ils restent toujours actionnaires. Parce que les sociétés minières, les multinationales aussi, ils ont leur stratégie. Par exemple, s'il faut un chiffre d'affaires de 200 milliards de bénéfices par an, ils prennent 10%, par exemple 10 milliards ou 20 milliards, destinés uniquement dans la recherche. Qui est quelque chose ou pas là, cet argent doit être investi dans ça. Donc ils enlèvent un montant dans leurs bénéfices qui est engagé dans la recherche. Mais l'État, on n'a pas des États vraiment qui ont cette faculté-là. Parce que chaque fois qu'on a confié, vous avez des sociétés nationales qui ont été confiées aux Maliens, tout est parti à terre. Non, la politique a tout bousillé, il faut le dire. Toutes les grandes sociétés nationales sont à terre. Vous prenez le chemin de fer, c'est à terre depuis. Vous prenez le comment, c'est à terre. Totalement, ça a été à terre. Mais maintenant, si l'État s'engage aussi dans une société nationale où la moralité n'est pas encore réellement là, je crois que ça risque d'être jeter l'argent par la fenêtre. Mais quand c'est bien fait, c'est bien ficelé avec des bonnes personnes là où il faut. On aura des stocks d'or. On aura pas mal, parce qu'on va en parler, il y a d'autres ressources minérales, on va en parler, voilà, qui sont encore plus intéressants même que l'or. Mais maintenant, le plus important, c'est que il faut que l'État puisse avoir d'abord une vision politique. Une vision minière, politique, qui sera accompagnée par des actes très très concrets. Mais il ne suffit pas de faire des slogans creux. Mais là, il faut la stabilité dans le pays. Il faut la stabilité. Comme on l'a dit, chez nous, l'argent n'aime pas le bruit. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a des recherches minières, il faut la stabilité politique et sociale. Je vous donne le cas du pétrole. Le Mali devrait faire le premier puits de pétrole en février 2012. Tout était déjà prêt. Donc, on a du pétrole ici au Mali. Bien sûr. Après, on va en parler. Les différentes ressources parlons-en maintenant. Les différentes ressources minérales qui se trouvent au Mali, ce n'est pas seulement que du pétrole. On a du gaz, on a l'uranium, on a la bauxite. On a pas mal de... Toutes les ressources minières que vous pouvez imaginer, on a presque 90% ici. Mais ça demande la stabilité politique et sécuritaire. Comme je vous disais, le premier puits de pétrole devrait être foré en février 2012. Et en janvier 2012, il y a eu la rébellion et le problème d'insécurité au nord du Mali. Et ça a mis fin à ce projet. Vous voyez que... Comme par hasard, quoi. Comme par hasard. On sait même pas, nous-mêmes, on se pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas des arrière-pensées derrière cette histoire? Parce que avec le monde d'aujourd'hui, la géopolitique, la géostratégie... Et c'est qui devait exploiter cela? Quelle entreprise? C'était la société algérienne Sonatrach et Eni. Eni, qui est une grande société de recherche pétrolière au monde, qui avait fait joint aventure avec Sonatrach. Sonatrach, c'est la plus grande société pétrolière même en Afrique, qui appartient aux Algériens, qui ont beaucoup de gisements en Algérie. Moi-même, j'ai étudié en Algérie. J'ai fait mon université là-bas. Et je connais leur potentialité dans la recherche pétrolière et gazière. Donc maintenant, ils avaient amené toute leur expertise afin que le Mali puisse avoir son premier puits de pétrole. Mais malheureusement, avec ces insécurités-là, cette guerre au nord, ça a mis fin à ce rêve malien. Mais il n'est jamais trop tard. Vous avez vu que quand nous, ça a été, le pétrole du Niger, c'est tout récemment, c'est dans le même bassin que le bassin du Mali. Le Niger a fait une production de 20 000 barils par jour. Et leur production, leur besoin national, le besoin national du Niger, c'est 5 000 barils par jour. Donc les 15 000 autres barils, ils arrivent à vendre ça. Maintenant, ils prévoient même en 2025 d'aller jusqu'à 150 000 barils par jour. Ils sont en train de faire un néologique du lieu d'exploitation jusqu'à Cotonou. Oui, j'ai vu ça. Qui fait presque 1800 km. J'ai vu ça. Le Bénin, j'ai vu le président béninois Patrice Talon et Bazoum en train de se féliciter. C'est dans le même bassin que celui du Mali.
Celui du Mali seulement, c'est l'insécurité qui a mis fin à ce rêve. Mais il n'est jamais trop tard. Quand l'État arrive à sécuriser la zone et à créer une stabilité politique, sociale, je pense que les investisseurs vont venir. Oui, Inch'Allah. Maintenant, il y a 2 ans de cela, moi je me suis déplacé avec Benito Mompompetit. On est parti à KMR, Kankou Moussa Raffinerie. Ils sont à l'aéroport. On est parti pour poser des questions. Comment ça se passait dans le secteur minier. Et on leur a demandé, est-ce que c'est important les raffineries? Et on a beaucoup discuté. Ils m'ont donné leur point de vue par rapport à cela. Et je les salue ici. Est-ce que c'est important? Parce que j'ai appris que le Mali doit avoir une raffinerie. Parce que l'étape, parce que là on est en train de faire les étapes, lorsqu'on va maintenant produire, lorsqu'on va découvrir de l'or par exemple, puisqu'on se cale sur l'or, sinon il y a d'autres choses, on retire l'or et il faut maintenant une raffinerie, c'est ça? Tout à fait. La raffinerie, ça fait quoi? Les avantages et les inconvénients, c'est quoi de la raffinerie? Merci beaucoup, Iboussi. Mais sans la raffinerie, en réalité, tu ne contrôles pas la production. Hein? Non, jamais. Je vous donne l'exemple simple. Au Mali, l'or est exporté à l'état brut. L'état brut, c'est-à-dire l'or, pour être vendu, il faut raffiner l'or. Il l'amène à 24 carats, qu'on appelle l'or pur, 99,9%. Raffiner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ça enlever tous les sous-produits. C'est comme si vous prenez le coton. Le coton, directement, vous ne l'amenez pas à l'usine, il faut dégrainer. Les grains là, il faut les enlever. Et ces grains là, c'est ce qui faisait tourner l'Ucoma. Où on avait de l'huile, on avait du savon. Ah bon? Bien sûr. On appelle ça les sous-produits. Parce qu'il faut enlever tous les sous-produits, les nyama qui sont dedans. Toutes les impuretés. Jusqu'à avoir la chose. Et l'avantage de l'or, c'est que ces impuretés-là aussi, c'est de la richesse. Ah oui. Parce que tu trouves du cuivre, de l'argent, du palladium, le platine, beaucoup de sous-produits dedans. À un moment, le palladium, son prix était même 2 fois le prix du gramme d'or. Ouais. Ah bon? Oui. Donc l'or ne vient pas à l'état naturel comme ça. Il y a des sous-produits qui accompagnent l'or et ces sous-produits valorisent même la valeur de l'or. Mais maintenant, l'or, pour vendre l'or, il faut raffiner, enlever tous ces produits-là. C'est pour cela que vous voyez le lingot d'or doré. Quand vous voyez c'est doré, ça veut dire que c'est à 24 carats. L'or est classé de 12 carats jusqu'à 24 carats, selon la pureté de l'or. D'accord. Donc si on fait une raffinerie, c'est bon? Oui, j'en viens. Donc, c'est pour expliquer un peu c'est quoi le raffinage, quels sont les avantages, les procédures. Donc, maintenant, ces sous-produits qui sont souvent des valeurs ajoutées. Vous n'avez pas, on n'a pas une grande raffinerie de l'État, jusqu'à ce que on a on va dire 2 petites raffineries. Oui, Marina Gold. Voilà. Et puis KMR. Si je dis petit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ça leur fait mal. Non, ils sont grands. Marina Gold, ils sont grands. KMR, ils sont grands. Voilà, c'est par rapport à la raffinerie qui est en Afrique du Sud. Oui, c'est ça. Qui fait presque un quartier. Wow. Ah oui. Donc, c'est comparé à ces raffineries que j'ai dit, c'est des petites raffineries. Sinon, pour nous, c'est des grandes raffineries. Parce que quand même, ils ont une capacité de traitement. Mais la raffinerie aussi a besoin de la certification. Quand j'ai pris l'exemple que l'or pour vendre, il faut l'amener à 24 carats. Il faut enlever tous les sous-produits, les impuretés. C'est en ce moment que la société d'exploitation vend l'or au prix de 1 gramme qui est fixé à Londres. Le prix du gramme là, c'est estimé à 24 carats. Mais c'est en fonction du prix d'1 gramme de 24 carats. Si ton or est 16 carats, on peut faire l'estimation. Si celui de 24 carats fait par exemple 32 000 francs. Si toi tu as 1 gramme d'or de 18 carats, on va faire la règle de 3. On sait que ton gramme de 18 carats là peut-être c'est 22 000 francs ou 25 000, ainsi de suite. Donc si tu as tant de carats, maintenant on fait le calcul. On fait le calcul, voilà. Donc le prix est décidé à Londres, qu'on appelle LBME, qui décide chaque jour de fixer le prix de 1 gramme de l'or. Mais au niveau international, parce que les anglophones ont un système de mesure qui est différent de celui des francophones. On parle de l'once. Once. L'once, c'est l'équivalent de 31,1 grammes. Donc, c'est-à-dire qu'une once, c'est 31 et quelques grammes. 31,1 grammes. 31,1. Si on fait une once égale à $1000, donc vous faites le calcul pour trouver le prix de 1 gramme. C'est ça. Donc, leur prix est fixé comme ça. C'est comme si vous prenez le baril. Le baril, c'est l'équivalent de 210 litres, si je ne me trompe pas.
Donc, c'est une estimation des anglophones. Donc, le prix est décidé à Londres. Et le prix est fixé en fonction de la demande et de l'offre. Mais il faudrait que je précise aussi l'or. Les gens disent l'or, mais beaucoup de gens ne savent pas la vraie valeur de l'or. Qu'est-ce que ça rapporte à l'humanité? La première monnaie mondiale, c'était l'or. Les échanges se faisaient avec l'or. Si vous prenez de nos jours, l'or garantit toutes les banques centrales. Toutes les grandes banques centrales des pays là, ils ont des réserves d'or dans leurs banques. C'est vrai. Et les États-Unis est le premier pays qui a la plus grande réserve d'or dans sa banque. Oui, actuellement même la quantité qu'ils ont, je crois même que j'ai... 8000 et quelques tonnes. Oui, c'est ça. Parce qu'avant qu'on ne commence l'émission, voilà, j'étais même étonné de voir que dans beaucoup de pays, on ne voit pas le Mali produit de l'or. Mais on n'a pas vu le Mali dans la liste. Le Mali, même aucun pays de France CFA n'existe sur la liste. On était quand même étonnés de voir qu'il n'y a pas le Mali dedans. Voilà, donc, je vous disais que les États-Unis, leur monnaie, le dollar repose sur l'or. Voilà, juste pour une information, la liste, les États-Unis sont les premiers avec 8133 tonnes d'or. Il y a l'Allemagne qui les suit avec 3353 tonnes d'or, quand même, il y a 5000 à peu près entre eux. Vous savez, les États-Unis, c'est la part du lion, quoi. Bien sûr. Voilà, et après, on a l'Italie qui suit avec 2452 tonnes d'or. On a la France qui suit avec 2437. La France, quand même, bien sûr. Qui suit. Bien sûr. Et on a la Russie, 2300 qui est sous la France. Et la Chine, qui est sous eux tous 2100 et quelques. Il y a la Suisse après, le Japon. Et il y a tous les pays là. Mais il n'y a pas nos pays là. Il n'y a aucun pays africain dedans. Donc, vous allez voir que la valeur de l'or, c'est la première monnaie du monde. C'est-à-dire le dollar même est basé sur l'or. Le dollar a été dissocié de l'or dans les années 73, 70, 71. Ouais, 71, Nixon, avec Nixon. Voilà. C'est ça. Donc maintenant, mais malgré tout ça, c'est-à-dire quand vous prenez $1, il y avait son équivalent en or. Absolument. Donc maintenant, c'est dans les années 70, ils ont lié maintenant l'or le dollar au pétrole. Parce que les États-Unis étaient devenus un grand producteur de pétrole. Un grand producteur d'or, donc ils ont changé le dollar, ils ont lié le dollar maintenant. Ils ont arrêté avec l'or, ils sont partis dans le pétrole. Mais l'or est toujours resté. Maintenant, ça c'est la première importance de l'or, c'est que toutes les grandes banques centrales ont besoin de l'or dans leurs caisses pour garantir leur monnaie. On appelle ça une valeur de refuge. Deuxième chose, c'est que l'or, aucun appareil électronique, c'est très rare de nos jours qui puisse marcher sans l'or. Même toi, ton téléphone, là, il y a quelques morceaux de l'or dedans. Ah, mais donc je vais démonter le téléphone. Non, mais ça ne vaut pas le... Je vais le démonter le téléphone. Les satellites, là, les avions, là, tout ce qui est... Même les appareils électroniques médicaux, tu ne peux pas le faire sans avoir une quantité d'or, minime que ça soit, même les ordinateurs. C'est pour là, souvent, l'or est recyclé. Les anciens téléphones là, ils prennent ça, ils recyclent, ils enlèvent l'or dedans. Donc c'est pour dire que c'est la composante électronique la plus utilisée dans le monde. Vous imaginez par an, c'est des milliards de téléphones qui sont fabriqués. Absolument. Et même si vous prenez 0,1 gramme pour ça, mais c'est des tonnes et des tonnes. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Maintenant, d'où vient cette quantité-là? C'est la demande de l'offre et de l'emploi. C'est ce qui fait grimper le prix de l'or et la descente. Demande offre. Voilà. Donc maintenant, tout appareil électronique, les avions, les ordinateurs, tous les téléphones contiennent tous de l'or. D'accord. Donc ce qui fait la grande valeur, ce qui donne la grande valeur. Donc c'est très important. Voilà. Donc maintenant, la troisième importance, ça c'est dans la bijouterie. C'est-à-dire, vous voyez, Dubaï par exemple, c'est un marché mondial de l'or. Donc la bijouterie aussi, c'est la troisième place pour l'importance de l'or. Donc maintenant, on va revenir maintenant à nos moutons. Voilà, il n'y a aucun doute que c'est important. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer l'importance. D'ailleurs, nous-mêmes, on compte, avant votre départ de l'émission, on compte sur notre lingot d'or. Il va nous donner un lingot d'or. Non, je n'en ai pas, il faut le trouver à la mine. D'accord, mais voilà, juste... donc maintenant, je vais revenir à votre question. La raffinerie. C'est-à-dire la raffinerie. L'or du Mali sort à l'état brut. Depuis que le Mali a commencé avec l'or de Kalana, l'État malien n'a jamais eu l'idée de mettre en place une raffinerie de l'État. Donc l'or vient à l'état brut. À l'état brut. Et ça quitte le pays comme ça. Ça quitte le pays comme ça. Et maintenant,
si les contrôleurs de l'État partent dans les mines, on leur fait signer, on leur montre que, ok, il y a eu telle quantité d'or, mais c'est à l'état brut. Il faut l'envoyer en Afrique du Sud pour être raffiné. Et selon nos enquêtes, la raffinerie aussi appartient à ces mêmes multinationales. Comment vous pouvez contrôler ça? Même si vous mettez un Malien pour accompagner ça, ils peuvent le corrompre. Ah non, c'est clair. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire qu'on ne contrôle absolument rien. Ils déclarent 20 tonnes, supposons, d'or brut. À la fin du raffinage, ils vous disent qu'on n'a eu que 12 tonnes. Ouais. Vous pouvez dire non? Vous pouvez rien dire. Vous pouvez rien dire, vous acceptez ce qu'ils ont dit. Et les sous-produits qui accompagnent leur... Donc platine, palladium, cuivre, l'argent, on a perdu tout ça encore. On perd tout ça. Alors que ça peut servir ça dans le secteur. Pour un petit exemple, c'est comme le bœuf ou la vache. Toi et moi, on fait l'élevage d'une vache. Au moment où on a besoin d'abattre, toi tu me dis que toi tu as un abattoir. On amène la vache chez toi. Toi, tu prends la peau, tu prends la tête, tu prends les pieds. Ouais, les cornes. Mais seulement, c'est la viande seulement, toi, tu me donnes ma part. Ouais. Mais la peau, là, moi, je dois avoir ma part dedans. La tête, là, je dois avoir ma part. C'est un peu ça. C'est vrai. Donc, quand tu perds tu ne fais pas le raffinage chez toi, tu perds tous ces sous-produits-là. Beaucoup de choses. Et en plus, tu ne contrôles même pas la déclaration, la véritable déclaration. La véritable quantité, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ça, donc maintenant, c'est pour là, nous, on a toujours dit que les chiffres qu'on dit là, en réalité, ne sont pas des vrais chiffres. C'est le jour où l'État malien va mettre en place une raffinerie de l'État, en interdisant l'exportation de l'or. Les chiffres qu'on va avoir là, ça va être les vrais chiffres. Alors, il faut interdire l'exportation de l'or. De l'or brut. De l'or brut. Ah, de l'or brut. Brut. Ouais. Oui. Oui, mais maintenant, les petites... et les petites, comment on les appelle? L'orpaillage. Oui, mais eux, parce que même au jour d'aujourd'hui, les structures de raffinage qui sont là, telles que par exemple Marina Gold, telles que KMR, Kankou Moussa Raffinerie, eux qui le font aujourd'hui ici au Mali, mais les gens ne vont pas tous vers eux pour raffiner. Oui, parce que quand tu raffines, tu sais que le raffinage va amener la transparence dans ce secteur-là. C'est ça le problème. Quand vous prenez la production de l'orpaillage, c'est une production qui n'est pas contrôlée par l'État. Les gens ils font l'exploitation de l'or, ils exportent ça à Dubaï. Et une fois, dans une émission sur France 24, j'ai vu qu'il y avait 60 tonnes qui étaient déclarées venant du Mali. Mais comment est-ce que qui avoisine même la production industrielle? Ça veut dire que c'est trois choses. Tout cet or-là, c'est sûr qu'il y a certains qui vont venir de la Guinée, de la Côte d'Ivoire par fraude et passer par notre frontière pour aller à Dubaï. Deuxième chose, soit il y a des mines qui ne déclarent pas toute leur quantité, donc ils utilisent notre aéroport pour amener à Dubaï. Donc vous voyez, qu'est-ce qui amène ça? Parce que nous, on n'a pas pu avoir une politique de mettre en place une raffinerie de l'État. Mieux que ça, la raffinerie KMR, moi-même j'ai eu à travailler là-bas pendant un moment, avait signé une convention avec l'État. Marina Gold aussi a signé une convention avec l'État. Donc maintenant, d'interdire l'exportation de l'or brut venant de l'orpaillage. Venant de l'orpaillage, hein, vous imaginez, peut-être c'est une production peut-être qui avoisine les 10-15 tonnes par an. Si eux-mêmes ils arrivent à raffiner ça, ça leur rapporte beaucoup de choses. C'est bénéfique pour le Mali. C'est bénéfique pour le Mali et ça va permettre à l'État malien de savoir exactement combien de quantité a été traité au Mali, a été produit. Parce qu'il suffit seulement d'aller dans ces raffineries-là pour voir quelle quantité ils ont eu à faire. Absolument. Parce qu'ils doivent mettre le poisson, c'est-à-dire la marque du Mali sur le lingot. On saura que cet or-là est venu du Mali. Mais ça, vous dites l'orpaillage. Hein. L'orpaillage. Mais pas les grandes mines. Les grandes mines ont dit que nos raffineries, les deux, ne répondent pas à la certification LBME. C'est vrai ça? Oui, bon, c'est ce qu'ils disent. Que tant que ces raffineries ne répondent pas à ces certifications LBME, ils ne peuvent pas se permettre de venir raffiner leur or dans ces raffineries-là. Donc l'État les a laissés amener? L'État les a laissés amener, ça c'est un prétexte pour eux. Bon, maintenant l'État devrait aider ces raffineries à avoir maintenant ce certificat, mais l'État ne l'a pas fait. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté politique qui est là, comme je vous ai dit. C'est toute une question de vision et de volonté politique. Donc il y a anguille sur roche.
Sinon, au départ, D'accord. nous, quand on a vu l'arrivée de la raffinerie KMR, vous voyez tout l'espace là, ça devrait être une très grande raffinerie Absolument. qui était censée raffiner tout l'or du Mali, et des mines du Mali. Mais en réalité, Ibou, je vous dis la vérité, c'est que ça n'arrange pas ces multinationales que l'or soit raffiné ici au Mali. Non, je le sais. Et ils sont prêts à tout pour saboter ce projet. Ah oui. Et quiconque le fera, souvent, ils peuvent même te menacer. Non, ouais, on le sait. Voilà. Donc, c'est parce qu'ils ne veulent pas la transparence et tout. Parce que quand tu vas... Et le Ghana l'a fait. Ghana était deuxième, troisième producteur. Mais quand Ghana a mis en place une raffinerie de l'État, immédiatement, Ghana est devenu premier producteur de l'or en Afrique. Parce que là, l'État a une plus grande visibilité sur la quantité d'or même qui est produite. L'État a même interdit carrément l'exportation de l'or brut. Au Ghana, par exemple, l'or de l'orpaillage est acheté par l'État. Et l'État ne fait plus les achats avec la liquidité au Ghana, c'est fini. Et l'État avec la matière première. Ah, bien sûr, l'État prend sa part en nature. Ouais. Et c'est ce que nous, on a demandé aussi à l'État malien, de mettre en place une raffinerie et que ces sociétés donnent la part du Mali en nature, en or. Et l'État l'a fait? Non, ça n'a pas été fait. C'est une demande que nous, on a eu à faire. C'est une demande, mais et le code minier? Parce qu'on va parler de ça, là. Le code minier, on va en parler de ça, du raffinage. Donc maintenant, on a dit, allons-y avec la méthode ghanéenne, qui est très efficace. Non seulement l'État achète la production des orpailleurs, l'État interdit l'exportation de l'or brut. Et ça a classé Ghana au premier producteur, parce que l'or de Ghana aussi était raffiné en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, c'est les mêmes multinationales qui sont actionnaires dans ces raffineries là-bas. Donc, il n'y a pas une visibilité. Il y a un grand flou dans cette chose. Et ces multinationales ne sont pas prêts à ce que l'État puisse avoir une... S'ils sont prêts, ils vont tout faire pour saboter. Oui, mais le Mali a décidé, c'est quand même clair. Le Mali a dit, notre raffinerie, on va l'avoir. Mais c'est ce qui est la bonne solution. Voilà, on l'a dit. Bon, voilà. Maintenant, si on arrive à faire, de mettre en place une raffinerie de l'État, même si on fait un partenariat avec un privé, c'est ce que Ghana a fait avec des Indiens, l'État devient actionnaire principal à 51%. Ces gens-là deviennent actionnaires à 41%. Bon, maintenant, dans la raffinerie. Dans la raffinerie, oui. D'accord. Donc, au lieu que l'État même mette en place sa raffinerie à elle-même à 100%, on se met avec des partenaires, par exemple des Indiens. Bien sûr. Et on prend 51% pour le contrôle. Pour le contrôle. Parce que, pourquoi on fait ça? Si on donne tout à l'État, comme je viens de vous le dire, un jour, ça va partir en faillite. Ah bah oui. Avec la corruption. Bon, tant que les étrangers sont mêlés dedans, ils ne vont pas accepter que vous amenez leur société en faillite. Non, c'est clair. Donc, ils auront un œil sur la société. Et ça va donner même une efficacité en termes de résultats de la société. Mais quand l'État nationalise tout, en réalité, c'est ce qui amène même la société. Parce que les gens n'auront plus de... Non, voilà. Donc maintenant, tu vois... On connaît. Donc maintenant, les deux raffineries peuvent s'occuper de la quantité de l'or exploité dans l'orpaillage, que cet or ne sort plus pour aller à Dubaï et soit raffiné immédiatement au Mali avec un poisson, avec un tampon du Mali. Du Mali qui atteste que ça quitte le Mali. D'accord. Donc ça, on a compris. Donc maintenant, dernièrement, on a vu qu'il y a eu un audit minier. Le président de la transition, avec le ministre des Mines, le ministre de l'économie, ils se sont tous mis sur l'affaire. Ils ont dit, bon, désormais, on fait un audit minier. Il y a eu un audit minier. Les 15 mines au Mali ont été auditées, mais on n'a pas vu le rapport. On a entendu parler de certains points, de certaines choses qui nous ont horrifiés, mais on n'a pas vu le rapport. Apparemment, ce qu'il y a dedans, c'est catastrophique. D'accord, ok. Avant l'audit, il y a eu le code minier qui a été relu, et qui est l'émanation, qui était une recommandation de l'audit. Et l'audit, nous-mêmes, on a eu à dire dans les assises nationales que le Mali ne contrôle pas sa production minière. C'est laissé dans la main des multinationales qui peut-être sont en complicité avec certains Maliens pour vraiment nous je ne sais pas comment dire en termes français, en tout cas en train de piller nous fouiller. Voilà, l'État malien. Donc on a dit il faut maintenant des audits miniers parce que il y a deux grands audits. L'audit de vérificateur général, qui est un bureau financé par le Canada. Le Canada a presque 3 mines ici, ou 4 mines. Donc, on ne peut pas être arbitre et juge en même temps. Non, c'est clair. Vous ne pouvez pas financer un audit et que vous-même, vos sociétés sont dedans. Ah oui, c'est ça. Donc, le deuxième audit, ça, c'est l'ITIE, qui est l'Initiative pour la transparence des industries extractives, qui est financée par l'Union européenne.
Donc vous voyez qu'on perd même notre souveraineté. Parce que si nos audits doivent être financés par des étrangers, c'est eux qui sont en possession de ces résultats, là on ne s'en sort pas. On a dit que non, il faut que l'État lui-même finance un audit qui sera confidentiel, où l'État va avoir une visibilité dans cette chose. D'accord. C'est comme ça que l'État a lancé une offre internationale. Un appel d'offres que Iventus a pris, a eu, et qui s'est associé avec Mazars. Mazars qui est un audit qui a installé un bureau d'études. Sénégalais, je crois. Sénégalais, oui. Bon, certains disent que leurs parents, c'est des Français. Mais de toute façon, ça, c'est autre chose. Les Français, c'est toujours nos parents, quelque part. Donc maintenant, nous-mêmes, au début, ça nous a un peu vexés, mais on a approché quand même Iventus pour leur demander pourquoi leur choix s'est porté sur Mazars, sachant bien que Mazars a des affinités avec les Français. Ouais, nos amis français. Voilà, donc ils ne nous lâchent pas, quoi. Donc, il nous a expliqué qu'effectivement, c'est le seul bureau d'études qui n'avait pas travaillé avec des mines ici au Mali. Donc, c'est pour l'impartialité, ils ont voulu travailler avec eux. D'ailleurs, Mazars travaille avec l'ITIE. L'ITIE qui fait le même audit là. Donc maintenant... D'accord, l'essentiel c'est qu'il le fasse bien en fait. Voilà, c'est le plus important. C'est de bien le faire, c'est le plus important. Donc maintenant, quand ils ont fait l'audit, le rapport, d'abord c'était provisoire. Ils ont amené ça chez le président. Bon, nous-mêmes, comme c'était notre demande, on ne voulait pas trop critiquer, sinon ce n'était pas la bonne manière. On ne donne pas un rapport provisoire à un président de la République quand même. Il faut attendre le rapport final. Bon, maintenant, ce qui est fait, déjà fait. Mais ce n'était pas la bonne manière, il fallait attendre le rapport final. Comme ça, le président va savoir exactement quelle décision il doit prendre. Mais si c'est provisoire et qu'après, il y a eu des changements après, s'il prend des décisions... Ça peut, fausser cette décision. Bien sûr. Mais comme ça a été déjà fait, le ministère des Finances, qui est celui qui était à l'avant de ce projet, bon, le ministère des Mines s'est un peu rétracté. Donc ils ont présenté. Et maintenant, Iventus a envoyé le rapport à toutes les sociétés minières, ce qui leur sont reprochés, et de leur répondre avec des preuves. Comme quoi que ceux qui vous sont reprochés, voilà... Ça, c'est pas vrai, voilà nos preuves. Et ils les ont donné un délai d'1 semaine pour répondre. Les sociétés n'ont pas aimé ça, les multinationales n'ont pas aimé ça. D'abord, l'audit même, ils n'ont pas aimé l'idée de l'audit. À plus forte raison, s'il y a des défaillances, là, ils vont en profiter. Ils vont en profiter de ces défaillances pour essayer de dénigrer l'audit. Donc, ils disent que le temps était trop bref. Et puis, ils ont vu très mal que pourquoi ils sont allés donner le rapport provisoire au président. Donc, ils ont pris ça très mal. Très mal. Mais maintenant, dans le rapport, comme c'est confidentiel, provisoire, ça a été envoyé à toutes les mines, on ne peut pas mettre ça, tant que ce n'est pas un rapport final, on ne peut pas mettre ça à la disposition du public. C'est pour cela c'est resté un peu confidentiel. Les gens disent, on n'a pas vu de rapport. Mais en réalité, ces rapports ont été envoyés dans toutes les mines. Chaque mine a eu son rapport à part. Donc maintenant, ils attendent que ça soit finalisé. C'est après la finalisation, le rapport final maintenant qui peut être... Donc, ce n'est pas finalisé d'abord. Ce n'est pas finalisé. Le rapport mais final... on a entendu des choses quand même. Non, il y a beaucoup de choses que moi-même j'ai entendues qui sont très graves. Qui sont très graves. Parce qu'il y a des sociétés qui ont déclaré qu'ils sont en faillite il y a 5 ans, 10 ans. Ils n'ont rien payé à l'État, ni en termes d'impôts, ni en termes de taxes, mais qui continuent à rouler. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Et il y a des sociétés aussi qui se disent que quand il y a un nouveau code minier, ils disent que bon, l'année où ils ont signé leur convention, là, ils fonctionnent avec ce code minier-là. L'ancien code. Donc le nouveau ne les frappe pas. Voilà, ne les frappe pas. Et souvent, c'est dans ces anciens codes aussi, vous allez trouver que c'est des contrats de 30 ans que l'État a donné à ces sociétés minières. Et ça, vous avez lutté contre ça. Voilà, on dit que ce n'est pas normal. 30 ans, c'est beaucoup. Tu ne peux pas résilier le contrat. Même si toi, tu fais un nouveau code, et ils vont dire que tant que leurs 30 ans n'est pas épuisé, le nouveau code ne les concerne pas. Donc ça, c'est déjà un problème. Deuxième problème, c'est que le prix de l'once d'or qu'on vient de parler, au moment ça évolue. Ça évolue. Au moment où ils ont signé le contrat, le prix de l'once était à $600, $700. Et maintenant, c'est $2000. $2000. Donc maintenant, l'État perd $1500, $1300 ou $1000 sur chaque once. Sur ce qui once. fait le double du chiffre d'affaires de la société. La moitié que l'État perd. Et là, l'État malien est assis comme ça, il regarde. Bien sûr. Parce que l'État malien est devenu comme, je sais pas, c'est comme vous mettez un enfant à l'école. À la fin de l'année, vous lui demandez si tu as passé oui ou non.
Mais tu dois lui demander la difficulté, qu'est-ce qui ne va pas? Non, bien sûr. Et on s'intéresse seulement aux impôts, aux taxes. À la fin de l'année, on dit l'État a gagné 450 milliards, 500 milliards. Mais alors que on pouvait gagner plus. Donc vous, parce que dans vos émissions, j'ai suivi que vous avez fait des propositions, vous avez dit non, on ne peut pas continuer à faire des contrats avec les sociétés minières, des contrats de 30 ans. Non. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas bon. Voilà. Ça n'arrange pas du tout l'État. Parce que ça peut varier. Les conditions, par exemple, quand vous prenez le prix du baril de pétrole, mais ça varie de 20 dollars, souvent ça se retrouve à 160 dollars. Ouais, pourquoi ne pas mettre ça dans les contrats? Mais c'est ce qu'on a demandé. C'est ce qu'il faut mettre dans les contrats. Il faut changer. On évolue en fonction des fluctuations. En fonction du prix. On met ça dans le contrat. Du marché. Mais si tu signes que le contrat est fait en fonction au moment où le prix est là, mais quand le prix va baisser, lui, il ne va pas hésiter à fermer sa mine. Hein. Mais quand le prix va augmenter, lui, il ne dit rien à l'État. Et là, il gagne. C'est lui qui gagne. Mais l'État aussi ne réagit pas. Donc maintenant, ça, nous, on ne peut pas en vouloir à la mine. Bah oui, pas du tout. C'est la faute de l'État. Ceux qui sont devant. devant. Oui, c'est l'État. C'est ceux qui sont devant. C'est ceux qui représentent l'État. Voilà. Maintenant, on les avait dit aussi que les contrats de 30 ans, en même temps, comme je vous avais dit, que la convention type est adossée au permis de recherche. Pour un petit exemple, j'ai dit, tu ne peux pas faire le fiançailles d'une femme et faire le mariage le même jour. Ça ne peut pas marcher. Non. Tu fais les fiançailles, je crois que le jour du mariage, tu vas aller signer encore un autre document. Oui, on signe 2 fois. Voilà, on signe 2 fois. Tu ne peux pas t'engager en un seul coup. On a dit maintenant, il faut scinder ça. C'est-à-dire la convention de recherche, la société, l'État peut essayer de lui garantir ses investissements dans la phase de recherche. Et maintenant, deuxième convention, quand il va finir la recherche, qu'il va faire ses études, les études dont je vous ai citées, l'étude de faisabilité. Maintenant, l'État a une idée réelle de ce qui va gagner cette société. Et même la durée de vie de la mine. Parce que si la mine a une durée de vie de 10 ans, moi, je n'ai pas besoin de lui donner 30 ans de contrat. Ah bah c'est clair. On va faire le contrat sur 10 ans. 10 ans. Si 10 ans finit, parce que c'est toi qui l'as dit dans ton étude de faisabilité que ta mine fait 10 ans. Si 10 ans finit et que tu trouves que tu peux continuer, moi on va s'asseoir, on va signer un nouveau contrat. Bien sûr. Mais comment moi je peux te donner un contrat de 30 ans? Toi, la durée de vie de ta mine ne dépasse que 8 ans ou 10 ans. Mais le reste de 20 ans là, ça devient quoi? Moi je ne peux plus vendre la mine. Et toi, tu vas continuer toujours avec... non, c'est pas bon. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a demandé, qu'il faut changer. D'accord. Donc, il y a eu la relecture du code minier. Vous vouliez un nouveau code minier, carrément. Oui. Mais il y a eu la relecture. Et là, vous n'étiez pas content, mais vous avez dit d'accord. Donc, de toute manière, on va faire avec. Mais vous vouliez un nouveau code minier. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau code, de cette relecture, les points importants? D'abord, nous, on a dit que le code de 2019, c'était un code fait à l'étranger. Ça a été le plus mauvais code que le Mali a eu à faire. 2019. Ouais. Le premier code du Mali, je vous rappelle, c'est en 1970. À l'époque, le Mali n'était pas un pays minier. Il n'y avait aucune mine, il y avait les recherches n'étaient pas très avancées. De 70-85, il y a eu la première mine avec les Russes. À l'époque, l'URSS, la mine de Kalana. C'était une mine 100% de l'État malien. Donc maintenant, après la Banque mondiale, c'est le PNUD qui a financé le projet Orbagoui, qui était un projet dirigé par les Maliens, des géologues maliens. La plupart avaient fait leurs études en Russie. Donc ils ont découvert beaucoup d'endroits où c'était des zones très riches en or. Et le premier endroit, c'était la mine de Siama. C'était la plus grande mine industrielle au Mali. Plus grande, 10 fois plus grande que Kalana. Donc ils ont dit, ok, comme le code de 70 a beaucoup d'insuffisances. Maintenant qu'on a une grande mine, il y a beaucoup d'endroits qui ont été découverts, on va essayer de faire un nouveau code. Le deuxième code a été fait en 91 sous ATT, sous la transition, en 91, par ordonnance. De 91 à 99, il y a eu la découverte de Sadiola, qui est rentrée en production en 96-97, qui fut aussi l'une des plus grandes mines, même en Afrique. Sadiola. Donc maintenant, il y avait des découvertes de pas mal d'endroits. Après, il y a eu Morila, ainsi de suite. Donc finalement, en 99, on a vu que le code de 91 aussi a beaucoup d'insuffisances. Il y a eu des changements. Il y a eu un nouveau code en 99. Et après, on s'est rendu compte que jusqu'à présent, ça ne va pas. Parce que
Entre-temps, il y a d'autres pays qui ont fait les codes miniers, qui sont venus même s'inspirer sur le cas du Mali, le Burkina, la Guinée, la Côte d'Ivoire. En ce moment, eux, ils n'avaient même pas de code. Donc maintenant, on a vu des insuffisances. Donc en 2012, il y a eu un autre code. C'était le 4e code minier du Mali, en 2012. Et après, les sociétés se sont plaintes que ce code-là, vraiment... Il n'est pas adapté. Ça réprime beaucoup leur intérêt. Donc ils étaient prêts à financer eux-mêmes un nouveau code. Ah, ça c'est dangereux ça. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est comme le cas de la constitution qui a failli être faite par un Français. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la constitution du Mali a fait... il me reste juste 15 minutes. D'accord, donc vous voyez un peu... Donc 2019, après... 2019, on s'est rendu compte que les multinationales se sont plaints. Ils disent que le code de 2012 contient beaucoup de choses qui ne les arrangent pas. Il faut modifier. Donc ils ont financé. Bon, certains disent qu'ils ont financé, certains disent que c'est l'État qui a payé. Mais nous, dans notre enquête, on a vu que ça a été fait à 10 millions de dollars. Ils ont impliqué un bureau d'études d'un avocat malien, dont je ne vais pas citer son nom, qui fut même ancien ministre du Mali, qui a piloté ce projet du code minier de 2019. Et ça a été fait à l'étranger par des experts canadiens et américains qui ont fait du copier-coller avec des codes miniers de la Côte d'Ivoire, du Burkina, et ils ont interdit le dragage, l'exploitation du dragage. Oui, on va parler du dragage là. Voilà, donc nous, quand ils ont pris ça avec des arguments qui ne tiennent pas du tout, donc maintenant, IBK a signé le code minier là par ordonnance. Le code là a été envoyé au niveau de l'Assemblée. L'Assemblée l'avait rejeté. Donc maintenant, comme ils étaient pressés que IBK signe, parce qu'avec les mouvements politiques, IBK a signé le code là en septembre 2019. Donc vous voyez un peu. Donc maintenant, quand nous on a vu ce code, il y avait beaucoup de fautes, d'incohérences dedans. Après la chute du régime de IBK, on a dénoncé que ce code là, il fallait... Avec la refondation, il fallait profiter, balayer ce code. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de bien dedans? Il y a beaucoup de choses qui sont bien dedans. Ce que tout le monde dit là, 10%, non, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont bien dedans. Il faut pas, comme on l'a dit, on ne va pas jeter le bébé aussi avec l'eau du bain. Nous, notre volonté, c'est qu'on puisse faire un nouveau code fait par les Maliens et pour les Maliens, pas un code fabriqué à l'étranger. Uniquement que des Maliens, des experts maliens sont là, qui ont toutes les compétences nécessaires. Oui, comme la constitution bien sûr, actuelle. Ça a été fait par des Maliens. Mais maintenant, pourquoi nos documents de telle si valeur, on va aller faire ça à l'étranger? On n'en a pas besoin. Il y a des experts maliens dans tous ces domaines pour élaborer. Mais dites-nous rapidement quelques points qui vous ont vraiment fait plaisir dans ce nouveau code minier. D'abord, quand ils ont scindé la convention en deux, ça nous a fait plaisir. De deux, ils ont réduit le nombre de superficies qui étaient octroyées. Avant, les gens prenaient jusqu'à 800-500 km². Et ils ne travaillaient que dans 2 km². Non, là, il faut bien expliquer, je ne comprends pas. C'est-à-dire la superficie que tu demandes pour un permis de recherche. Les gens prenaient souvent jusqu'à 500 km² que l'État leur donnait. Donc sur les 500 km², toi, tu ne peux pas travailler là-bas. Et tu t'imagines 500 km², c'est 2 quartiers ou 3 quartiers. Et tu vas trouver que celui qui a fait la demande ne travaille que sur 1 km². On a dit que ça, c'est de la spéculation. On a dit la façon dont les permis miniers sont donnés à la DNGM, c'est de la spéculation. Il faut tout arrêter ça. Il faut même suspendre. Et là, ils ont arrêté. Ça a été arrêté. D'accord. Donc maintenant, il faut assainir ce secteur-là. Tous les permis miniers, ceux qui ne répondent pas aux critères, il faut tout annuler. Il faut mettre dans l'ordre. Voilà. On a dit maintenant, la superficie ne doit plus dépasser 100 km². Quelqu'un qui veut prendre un permis minier, maximum, on te donne 100 km². Maintenant, au premier renouvellement, on réduit à 2, on divise à 2. Au deuxième renouvellement, c'est pour permettre que l'endroit que toi tu ne peux pas travailler, que d'autres aient les chances d'aller travailler là-bas. Mais quelqu'un ne peut pas prendre 500 km². D'accord. Non, ça on a compris. Voilà, donc maintenant, on a changé ça. Ça a été un avancé. Donc maintenant, le troisième, ça c'était un autre cas. Ça, c'est les pourcentages, qu'il y a beaucoup de spéculation. D'accord, mais avant les pourcentages, là, vous avez parlé de la convention. La convention a été divisée. Ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, avant, je vous ai dit que le permis de recherche était adossé à la convention type. C'est un contrat. Donc, depuis la recherche jusqu'à la fin de la fermeture, c'est ce contrat qui était en vigueur. On a dit non, il faut scinder ça en deux. Il faut scinder. Voilà, maintenant, la convention pour la recherche, et quand la société va découvrir le gisement, avant de rentrer en production,
la société va faire un nouveau contrat avec Et l'État. revient voir l'État malien. Voilà. Mais maintenant, les sociétés, les multinationales disent que là, ça ne les arrange pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'État va se retrouver en position de force et ils vont se trouver en position de faiblesse. Parce que et ils vont investir des milliards. Si l'État vient les exiger des choses qu'ils ne vont pas accepter, c'est eux qui ont perdu leur argent. Ils disent que de perdre ça, ce côté-là ne les arrange pas. Non, mais là, ça peut se gérer. Ça peut se gérer. Ça peut se régler. Voilà, mais on peut dire dedans, si vous trouvez quelque chose, on va se comprendre. Mais eux, leur inquiétude, c'est ça. Ils disent que ça ne les arrange pas sur ce. Bon, de toute manière, on va faire ce que les Maliens veulent. D'accord, troisième point, ça c'est lequel? Ça, c'est le pourcentage qui a fait beaucoup de polémiques. Je regarde souvent les médias, les web TV, ça me fait rire des gens qui se font... Ouais, les experts. Des faux experts, des spécialistes en tout et de rien. Il ne faut pas dire à nos gens que c'est des faux experts. Non, mais souvent, quand j'entends des choses, nos gars, on dit non, l'État a eu 35%, désormais l'or du Mali appartient aux Maliens. Non, il faut dire la bonne information aux Maliens. Non, moi, j'ai lu le code minier. J'ai lu le code minier. Bien qu'il y a des termes que je ne comprends pas, je sais que lorsqu'une mine vient comme ça, elle donne d'emblée 10% à l'État malien. Les 10 autres pourcents, c'est l'État qui doit acheter cela. Oui, c'est un peu comme l'actionnariat salarié. Tout et l'actionnariat, disons. Tout à fait. Quand on est actionnaire, exactement. On achète. Bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est un cas que et là, ça fait 20%. Oui. Voilà. C'est-à-dire dans les anciens codes miniers, je vous avais dit que la Banque mondiale avait obligé l'État à se désengager de la recherche et de l'exploitation minière. La Banque mondiale ne s'est pas arrêtée à ça, a dit à l'État, OK, vous pouvez participer dans une société minière, mais vous ne pouvez pas dépasser 20%. Ça, c'était une exigence de la Banque mondiale dans le plan d'ajustement dans les années 90. Dans les années 90. Et cela est resté. Et je vous rappelle que à l'époque, il y a un ancien directeur de la Banque mondiale chargé de l'énergie et de l'eau qui a démissionné de son poste et est venu créer la société Randgold ici au Mali. Il s'appelle Philippe Létard. Ah oui, c'est clair. Donc, parce qu'ils ont fait les textes en amont. Il dit, maintenant les textes sont favorables, je démissionne de la Banque mondiale et je viens au Mali. Je viens investir. C'est tellement simple. Donc maintenant, vous voyez un peu. Donc c'est la Banque mondiale qui avait imposé à l'État malien de ne pas dépasser 20% en termes de participation. OK, les sociétés minières ont dit, OK, dans les 20%, nous on donne 10% gratuitement à l'État malien, mais l'État malien paye 10% en numéraire. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple simple comme je suis enseignant. Si la société doit toutes les dépenses du début jusqu'à l'installation de la mine, ça fait 200 milliards. On dit aux investisseurs que les actions font 10 milliards. Donc 10% de 200 milliards, c'est 20 milliards. On va dire à l'État malien de déposer 20 milliards sur la table. Voilà. Et l'État n'est pas toujours prêt à faire ça. L'État n'a jamais fait ça. Voilà, c'est clair. Donc maintenant, on dit, il y a des sociétés, mais bien que l'État n'a pas payé les 10%, se sont permis même de donner les 20% de la part de l'État. Ah bon? Ah oui. Donc l'État ne paye pas les actions. Les 10%, mais avec tout ça. Mais on leur donne des dividendes. On leur donne les 20%. Parce que les 10%, c'est ce qui est gratuit. Oui, non, ça je sais. Voilà. Donc maintenant, les 10 autres pourcents là, l'État doit payer ça en liquidité. Ah oui. Bon, maintenant, souvent, l'État ne paye pas. L'État n'a même pas payé. Bon, il y a des sociétés minières et ils donnent ça. Mais pourquoi? C'est ce que nous, on a dit. On a dit que ce n'est pas normal. Quand on ne paye pas, il ne faut pas donner. Ça cache quelque chose. Ah, mais l'État va les virer après. Voilà. Donc maintenant, non, l'État gagne au contraire. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est-à-dire que l'État paye, si la mine doit dépenser 200 milliards du début de la recherche jusqu'à la mise en place de la mine, ça coûtait 200 milliards. On dit aux actionnaires, OK, 10%, chacun paye. Donc maintenant, les 10% de 200 milliards, ça fait 20 milliards. L'État malien doit déposer 20 milliards sur la table. Bien sûr. C'est un exemple. Quoi. Bien sûr, sa contribution. Mais l'État n'a jamais payé ça. Voilà. Donc maintenant, en réalité, l'État ne reste que sur les 10%. Donc maintenant, les 10 autres pourcents, quand tu ne payes pas, la règle de loi s'applique à un État. Oui, normalement, quand il y a la loi commerciale. Quand il y a de l'argent qui rentre, l'État ne doit pas avoir les dividendes. C'est ce que je disais. Voilà, c'est ça. Je disais que normalement, quand il gagne des dividendes, puisque l'État n'a pas payé déjà, tout à fait. Ça a parti. Donc, ils doivent pas avoir... Ces 10% restent baladés. Donc maintenant, ça a été toujours comme ça. Mais ce qui trompe beaucoup de gens, c'est que l'État gagne dans les impôts et les taxes. C'est 10 à 20 fois plus que les petits dividendes là. Ah bon? Oui, je vous donne un exemple. Si la société minière fait un chiffre d'affaires, un revenu brut de 100 milliards, c'est juste un exemple de revenu brut. Les 100 milliards là, les dépenses
qu'on appelle coût de production. Mhm. Et la plupart des mines disent qu'ils mettent 70% dans le coût de production. Comme j'ai pris l'exemple de 100 milliards. Donc 70% des 100 milliards. C'est 70 milliards. C'est 70 milliards. N'est-ce pas? 70 milliards, vous déduisez ça de 100 milliards, il va rester 30 milliards. 30 milliards. Les 10% de l'État là seront calculés sur les 30 milliards. Waouh. Ça, c'est peu, ça. C'est 3 milliards, non? Oui. Donc, du début à la fin, en dividende, l'État n'a eu que 3 milliards. Ouais. Mais maintenant, les 70%, les 70 milliards, qui sont les dépenses, vous allez trouver que 20 milliards partent dans les impôts et taxes. C'est que l'État perçoit. Les taxes ad valorem, les taxes spéciales sur le... Donc maintenant, 20 milliards va dans ça. D'accord. Et les ITS, c'est que l'État gagne sur les impôts, sur les salaires. Là. Quand tu fais la somme de tout ça, tu vas trouver que l'État gagne 20 milliards dans les 70 milliards. D'accord. Donc maintenant, en tout et pour tout, du début à la fin, l'État n'a gagné que 23 milliards. Bon, maintenant, nous, on a dit que ça n'arrange pas l'État. Ce qu'il faut revoir, ça c'est le coût de production. Le coût de production, par exemple, les 70 milliards, même si nous, on arrive à avoir la moitié dans ça, 35 milliards. 35 milliards. Les 10% là, ça c'est minime. C'est ce qui nous arrange plus que les 10% là. Mais maintenant, les 10%, l'avantage est qu'au conseil d'administration, ça te donne le poids. Parce que les dépenses là, on ne peut pas faire sans que tu sois associé. Bon, maintenant, les 70% du coût de production, c'est là qu'on appelle ça le contenu local. Peut-être comme le temps ne nous permet pas. Oui, on peut y aller. Voilà, on appelle ça le contenu local. Oui, c'était le dernier. Parce que le contenu local, dans le coût de production, toutes les dépenses de la mine, l'État doit pouvoir intervenir et capter le maximum d'argent dans ça. On doit pouvoir les vendre de l'électricité, on doit pouvoir les vendre le carburant, même si c'est une société malienne qui doit leur vendre le carburant, en tout cas tout sauf une société étrangère. L'extraction et le transport du minerai, ça doit être donné à des sociétés maliennes. Les travailleurs, 80% sont des Maliens, parce que ces impôts, les taxes, là, ça va rester ici. Donc, tout ce qu'ils achètent là, si c'est la viande, si c'est ceci ou cela, que les achats soient faits ici au Mali. Donc, vous avez exigé que tout ce dont la mine peut avoir besoin pour fonctionner, que ce soit acheté qu'on fasse avec des Maliens. Tout à fait. Des sociétés maliennes. C'est ça le local. En anglais, local content. C'est-à-dire, tout doit être local, mais là où l'État ne peut pas donner, où les services, les prestations ou les produits qu'ils ne peuvent pas avoir ici, ils peuvent l'importer. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est normal. Mais tout produit ou prestation ou service qu'ils peuvent trouver ici, ils n'ont pas le droit de les importer. Et avant, c'est ce qu'ils faisaient. Et maintenant, ça fait un manque à gagner à l'État des centaines et des centaines de milliards. Moi, je vous ai juste pris un exemple de 100 milliards. Moi, je connais des mines qui font un chiffre d'affaires de 1000 milliards par an. J'en connais 2 ou 3. Si tu prends les 5 plus grandes mines en Afrique, 3 se trouvent ici au Mali. En Afrique, 3 sont ici au Mali. Bon, maintenant, quand on arrive à valoriser le contenu local, non seulement nos sociétés locales vont se développer, vont prospérer. Ça va lutter contre le chômage. Cet argent-là va rester ici au Mali, ça va créer des emplois, ça va faire de rentrées de devises pour l'État. C'est ça, c'est que nous, on s'est battu. Et vous avez mis ça dans le nouveau code? On a enlevé le contenu local du code même, on en a fait une loi à part. Ah, c'est une loi à part. C'est une loi à part, qu'on appelle le décret de loi. Parce qu'avant, ça existait dans le code minier, mais c'était flou. Et les gens n'étaient pas trop attirés. Mais quand on l'extrait, on en fait une loi à part, comme au Burkina, c'est très bien. Comme au Ghana, ça va pousser les investisseurs à respecter ce contenu local-là. Et là, c'est le Mali et les Maliens qui vont vraiment bénéficier des retombées de l'exploitation minière. Mais tant que ça reste traité entre l'État et ces sociétés minières, là, on ne va jamais briller pour les Maliens. D'accord. Donc maintenant, les 20% qu'on avait en principe, donc c'est passé maintenant à 30%, c'est ça? Voilà. Donc l'explication avec la relecture, ils ont dit, OK, nous, on avait demandé que l'État puisse avoir 20% gratuit. Vu que les 10% là, on n'a jamais acheté. Donc, au minimum, qu'on ait pu avoir 20%. Les 20% là, ça, c'est un acquis. Donc, maintenant que l'État achète 10%, ça va nous faire 30%. 5% que les locaux, c'est-à-dire les privés maliens,
qui veulent investir, Oui, ils qui peuvent veulent être actionnaires. dans ces sociétés, les 5% leur soient octroyés. Donc maintenant, le Mali et les Maliens vont se retrouver avec 35% de participation. Et même en termes du conseil d'administration, ils seront bien représentés. Est-ce que vous voyez? Mais si nous restons avec 10%, en termes de conseil d'administration, on est trop minoritaire. Et c'est ce qui a été retenu. Ce qu'ils ont retenu dans la relecture, c'est qu'on est resté toujours avec les 10%. On doit acheter 20%. Un pays qui n'a pas... Mais on n'a pas pu acheter 10%. 10%, c'est les 20% qu'on va acheter. C'est là où on a dit qu'on n'est pas d'accord. C'est pour là qu'on a dit que la relecture là ne nous a... Oui, il y a des points, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'État. Vu que nous, on a été associés, nous, on a demandé, on ne peut pas trop critiquer, mais quand c'est pas bon aussi, il faut qu'on ait le courage de dire que c'est pas bon. Parce que la commission qui a eu à faire ce travail, ils nous ont conviés. Nous, on a assisté, moi-même, j'ai participé, j'ai assisté. Donc maintenant, on a eu à faire beaucoup d'observations, beaucoup de remarques. On dit, à défaut d'avoir un nouveau code, nous, c'était ça notre volonté. Nous, on voulait un nouveau code. Mais comme on le dit, à défaut d'avoir les seins de sa maman, on se contente des seins de sa grand-mère. D'accord, donc 2 minutes, 3 minutes pour parler des autres ressources minérales qu'il y a au Mali. Parce qu'on se concentre beaucoup sur l'or. Est-ce qu'en quelques minutes, 2-3 minutes, vous pouvez nous parler de ces points-là rapidement? D'abord, le Mali regorge d'importants, des grandes réserves de ressources minérales. Je vais parler par exemple du pétrole, le gaz, l'uranium. Quand vous prenez l'uranium, l'agitation au nord du Mali, l'uranium en fait partie. Et quand vous prenez les plus grandes réserves d'uranium en Afrique, le Mali est classé dedans. Mais cet uranium-là, les Français ont toujours pensé qu'ils vont mettre ça en réserve quand ils vont épuiser celui du Niger. Ils vont se rabattre sur celui du Mali. Parce que quand vous prenez l'Europe, les pays les plus industrialisés, sans les centrales nucléaires, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Parce que c'est l'énergie la moins chère au monde. D'accord, uranium. Et puis l'uranium, il y a le phosphate. Quand vous prenez le phosphate de Tilemsi, dans la zone de Gao, ce phosphate-là, on n'a même pas besoin de faire le traitement chimique. On prend seulement, on fait l'enséchage, l'emballage, et puis on le vend. Et le phosphate, on fait quoi avec? C'est l'engrais. Ah, c'est l'engrais. Ah oui. D'accord. L'engrais qui est en train de faire des bruits. Qu'on va payer ailleurs. Qu'on va payer à 12 500, 15 000. Ouais, 14 000 cette année. 14 000. Bon, si c'était le phosphate de Tilemsi, ça allait coûter 2 500. Mais pourquoi on ne va pas chercher ça? L'insécurité. L'insécurité. Oui. Sinon, Toguna avait acheté le permis. Le permis, c'était pour Toguna. Et maintenant, l'insécurité a fait chasser la société. Parce que le coût du transport aussi souvent fait augmenter ce truc. Mais maintenant, la base même, c'est l'insécurité. Si cette zone était sécurisée, les Maliens allaient avoir de l'engrais à moindre prix. Si vous prenez les engrais qu'on importe là, venant de la Tunisie, du Maroc, mais nous, on a des plus grandes réserves plus que ces gens. Si vous prenez le calcaire, on a des milliards de réserves de calcaire dans la zone de Bafouabé jusqu'à Caille. Mais pourtant, avec tout ça, on importe du ciment. C'est pas normal. La cimenterie du Mali, de Djamou, à un moment, le Mali n'importait pas le ciment. Mais regarde de nos jours, toutes ces... Et après après, il y a le lithium qui doit rentrer en production dans peu de temps. Le lithium pour les batteries. Pour les batteries, pas seulement pour les batteries, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec du lithium. Le lithium, si la première mine rentre en production, le Mali sera le premier producteur de lithium en Afrique. En Afrique, wow. Et troisième dans le monde. Très bien. Et imaginez que c'est que la mine de lithium, une seule mine nous rapporte, la quantité est plus élevée que les 14 mines d'or qui nous rapportent. Non, sérieux ça. Voilà. Donc, mais ça va commencer quand ça? Ça doit commencer en 2024, premier trimestre 2024. Il faut que ça commence vite. Mais je crois que pour le moment, ils ont des soucis avec l'État malien. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. J'ai lu hier qu'ils ont arrêté au niveau de leur bourse, qu'ils sont en négociation avec l'État malien. Parce que nous, on avait demandé qu'il ne faut pas que ce minerai sorte à l'état brut. Tout le minerai. Oui, il faut quand même qu'on puisse, l'État négocie, qu'on puisse avoir une usine de fabrication de batteries ici. Parce que le lithium, là, même ton téléphone, après l'or, là, sans le lithium, ça ne peut pas marcher. Les batteries des téléphones, des ordinateurs. Donc, il faut aussi raffiner, c'est ça? Il faut qu'une partie reste quand même ici au Mali. Qu'on puisse avoir des batteries fabriquées au Mali, surtout avec la transition énergétique. Vous voyez que de nos jours, on a des problèmes d'électricité. Si on a des batteries de lithium,
les panneaux solaires. Mais tous les Maliens vont avoir l'électricité presque à 0 francs. Donc ça, il faut régler ça. Hein. Mais bien sûr. Ouais. Et seul le lithium peut nous amener ça. Parce que quand vous prenez les panneaux solaires, là-bas, c'est les batteries. Et les panneaux, aujourd'hui, on peut fabriquer ça très facilement. Mais le plus difficile, c'est les batteries. Si on a parce que c'est les batteries qui accumulent. Bien sûr. L'énergie. Quand vous voulez faire l'installation, le coût du batterie est 10 fois plus élevé que les panneaux solaires. Bien sûr. Bon, maintenant, si l'État arrive à négocier, c'est que la société puisse mettre en place une batterie, une usine de fabrication de batteries, que ce soit les batteries de téléphone, d'ordinateur, de voiture, solaire, moto, bien sûr, maison, exactement. Pour les panneaux solaires. Maintenant, ça va nous permettre quand même de récupérer une partie de la production. Bien sûr. Et de ne pas être trop dépendant des pays étrangers. Bien sûr, bien sûr. Donc maintenant, on avait demandé ça. Bon, maintenant, il y a d'autres ressources. Il y a la bauxite, il y a le fer. Mais malheureusement, toutes ces ressources ne sont pas valorisées. On s'est focalisé que sur l'or. Il faudrait qu'on aille vers la diversification de l'exploitation de nos ressources minérales. Ouais. C'est-à-dire le ciment, qu'on arrive à vraiment à accompagner des sociétés maliennes qui puissent aller dans l'exportation. Mais le problème avec le ciment au Mali, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de nouvelles sociétés de fabrication de ciment qui s'ouvrent, on ne sent pas que le prix baisse. Non, parce qu'en réalité, la plupart de ces sociétés, c'est des commerçants de ciment, ce n'est pas des cimenteries. Ça, c'est un problème. Hein, voilà, parce qu'on a beaucoup entendu, il va y avoir telle société, telle société. Il y a plein de sociétés, mais ça ne baisse pas. La plupart, c'est des vendeurs de ciment, ce n'est pas des cimenteries. D'accord. Donc, ils importent les clinkers de l'étranger, ils font l'emballage ici. Ça, ce n'est pas une cimenterie. D'accord. La cimenterie, il y a une carrière d'exploitation, il y a une usine de traitement. D'accord. Donc, l'émission est finie. Juste 2 minutes. Je vais prendre 2 minutes avec la permission du technicien. La drague. Ils ont interdit la drague. Oui. Et vous n'êtes pas d'accord. Non. Dans la drague même, c'est quoi? La drague, c'est la vraie définition de la drague, c'est l'extraction de substances minérales dans les cours d'eau. Dans les cours d'eau. Oui. Dans le fleuve. Oui, dans le fleuve. Dans les cours d'eau, ça peut être le fleuve, la rivière, même la mer. Bien sûr. Le sable que nous utilisons venant de Koulikoro, c'est du dragage. Absolument. Voilà, parce que donc ils ont interdit ça. Non, dans l'ancien code, c'était interdit. Parce qu'on dit l'exploitation de toute substance minérale dans les cours d'eau par le dragage ou toute autre méthode est interdite. Quand tu dis ça, tu as interdit l'exploitation du sable. Absolument. Voilà, donc on avait dit qu'il y avait des défaillances dans cet article-là. Donc le dragage, au fait, la vraie définition, c'est le débouchage du fleuve, de la rivière. Mais au cours du débouchage, les produits qu'on extrait peuvent être vendables, on peut les vendre et puis faire du bénéfice dedans. Bien sûr. Bon, maintenant, après nos artisans, parce que la première exploitation de l'or au Mali, ça a commencé par le dragage, avec les Russes et les Belges. Ils ont fait le dragage vers Kenyeba. Le dragage n'utilise pas de produits chimiques, contrairement à ce qu'ils ont interdit. C'est ça, on a appris que ça a été interdit parce que ça tuait les poissons. Et il y a des produits chimiques qu'on utilise. C'est pas vrai. Ou bien certains le font. Non, ce n'est jamais vrai. Je peux vous démontrer ça facilement. Oui, mais est-ce que certains ne le font pas? Non. Peut-être que vous ne le faites pas ou bien vous connaissez des gens qui le font pas. Moi, je peux vous démontrer scientifiquement. C'est mon domaine. Moi, j'ai même fait un livre sur le dragage. Le dragage, avec la méthode qu'on fait chez nous, où ils font l'exploitation du sable, le plongeur descend avec un tuyau au fond du fleuve. Il va mettre le tuyau sur le sable, les graviers du fleuve qui remontent. Alors que le cyanure, quand vous mettez dans l'eau, vous inhalez 5 minutes, vous allez mourir. Vous pensez que celui qui rentre dans l'eau, il va mettre du cyanure dans ça? C'est pas possible. Non, sinon il va se tuer. Non, ce n'est même pas possible. Ce n'est pas les mêmes méthodes de traitement. C'est pour là, quand je vous ai dit qu'il y a des faux experts, c'est pour cela. Parce que quand vous dites quelque chose, amenez des arguments qui tiennent, des explications scientifiques. Le traitement de l'or par le dragage, c'est un traitement gravimétrique. Ça n'utilise aucun produit chimique. Celui qui vous dit ça, il n'a raconté que des histoires. Ce n'est pas son domaine. Mais maintenant, quand même, il y a des côtés négatifs qu'il faut quand même signaler. Lesquels? N'importe quelle activité, il y a des côtés négatifs. Le véhicule que nous roulons, ça dégage du CO2. Mais malgré ça, nous l'utilisons quand même. Le côté négatif du dragage, c'est que quand ils vont sur une petite zone, quand ils vont s'accumuler 200, 300 dragues, c'est très mauvais. Ça, c'est pas bon. Ça va faire quoi? Ça va créer une turbidité dans l'eau. C'est quoi ça? C'est-à-dire,
je ne sais pas comment. L'eau va être trouble. boueuse, Voilà, ça va troubler et l'eau. ça peut tuer les poissons. Voilà, non, les poissons ne peuvent même pas vivre dans ça. Parce que les poissons aussi ont des habitats à la faune aquatique. Ils ont besoin quand même de certaines tranquillités. Mais maintenant, quand l'eau est troublée, turbidité, bouilleuse, mais tu vas tuer toute la faune aquatique. Même les pharmacies, là, il y a quand même des distances qui sont indiquées. On ne doit pas aller s'accumuler ensemble. Ah oui. C'est la même chose. Donc maintenant, on a demandé, OK, le fait qu'ils viennent s'accumuler, se regrouper sur une petite zone, c'est pas bon. Donc maintenant, ça, c'est dû à la mauvaise organisation et le mauvais encadrement. Si on avait pris une zone, OK, on dit, OK, 2 dragues ne peuvent pas dépasser ici, ils vont travailler dans toute tranquillité, sans déranger la faune aquatique, sans faire des dégâts sur l'environnement. Donc maintenant, le mauvais côté, ça, c'est le mauvais encadrement, la mauvaise organisation de cette activité. Et nous, on avait dit que c'est une activité qui emploie 500 000 jeunes. Ces jeunes-là, si vous les mettez dehors, ils vont devenir quoi? Si ce n'est pas des bandits, ça va même... Il y a des zones, avec l'interdiction de cette activité, ça a aggravé l'insécurité. D'accord. Donc, bon, ils ne sont pas tous forcément devenus des terroristes, effectivement. Non, mais c'est souvent, on le dit, des fois pour faire peur aussi. Non, c'est pas pour faire peur. C'est pour dire, quand ça a été interdit, immédiatement, il y a des zones où ça a répercuté, parce que ces jeunes-là, ils se trouvent désœuvrés. Un moment dans la zone de Canaba, avec le problème du centre, le problème du centre, tous ces jeunes-là, par manque de travail, sont venus se rabattre sur ce travail. Et c'est ça même qui a créé le nom. Parce qu'avant, ils faisaient cette activité sans que ça crée des dégâts. Mais quand le problème du centre a commencé, tous les jeunes de là-bas, les Bozos, les Dogons, les Peuls, tous ces jeunes-là qui n'ont pas... Le seul travail facile qu'ils ont pu avoir, c'est ça. Donc, d'accord, M. Diallo, votre mot de la fin. Okay, je vous laisse le mot de la fin. Ok, donc je vous salue. C'est ma toute première fois d'assister à votre émission. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Inch'Allah. Et les sujets, je crois, on l'a un peu traité, malgré que le temps ne nous a pas très suffi. Mais j'espère que votre émission va servir quand même à nos téléspectateurs, à nos dirigeants de prendre bons conseils et à prendre des très bonnes décisions, afin de ne pas se tromper, parce que ces émissions aussi, ça peut être une façon d'éclairer nos autorités et de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans ces activités-là. Et nous, on avait demandé aussi des états généraux sur le secteur minier, afin d'aider l'État à mieux cerner qu'est-ce qui se passe réellement dans ce secteur. Et ce que je m'en vais aussi demander, c'est que la relecture qui a passé au niveau du CNT, nous on demanderait que le président puisse, c'est-à-dire de ne pas promulguer cette relecture, de faire des descentes pour une seconde lecture. On y change quelque chose. Voilà, qu'on change les choses qui ne sont pas bien dedans. Parce que nous, on sait que l'objectif de la transition, c'est de faire un bon travail et qui puisse satisfaire aux Maliens. Mais nous aussi, en tant qu'acteurs, on ne doit pas les laisser dans l'erreur et que ces erreurs-là puissent être corrigées et qu'on puisse avoir un document qui fait l'intérêt des Maliens et du Mali de façon générale. D'accord. Merci beaucoup, M. Diallo, d'être venu. On vous a appelé avant-hier et aujourd'hui, vous êtes venu. Merci beaucoup. Vous qui nous regardez, merci beaucoup de nous suivre sur notre page. En tout cas, à mon avis, le président de la transition, bien qu'il reste peu de temps encore, devrait, à mon avis, essayer de prendre... Il y a certains départements qui doivent être rattachés directement à lui en cette période de crise. De la manière dont le ministère de la Défense, quasiment avec lui, ils font tout ensemble pratiquement, il faudrait, à mon avis, la diplomatie aussi, parce qu'on sent la diplomatie. La manière dont la défense et la diplomatie sont auprès de lui, 24/24, à mon avis, il faut que l'agriculture, le secteur de l'agriculture soit aussi comme ça auprès de lui, 24/24, toujours pour... voilà. Le ministère de l'énergie aussi. L'énergie doit être rattachée directement à lui pour les problèmes énergétiques, parce que l'indépendance énergétique, c'est ça, le président doit s'occuper de ça personnellement, et le secteur minier, parce que c'est un secteur qui ne s'amuse pas du tout. Il faut vraiment qu'il soit rattaché à lui afin que les Maliens puissent le plus en profiter. Ceux qui suivent notre émission Sujet d'actualité tous les samedis, merci de suivre notre émission. Merci beaucoup. Merci à M. Diallo une fois de plus. À bientôt.